On a beaucoup parlé de la machine en insistant sur le fait qu'elle était un extraordinaire instrument de puissance, qu'elle nous donnait des pouvoirs nouveaux, qu'avec moins d'efforts et moins de temps aussi, nous parviendrions mieux à dominer le monde. Mais il ne faut pas oublier que la machine, ou la technique en général, nous montre aussi des objets comme un arbre est un objet. Et il est vrai de dire que la machine a un visage. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'on ne peut même plus en parler au singulier en alléguant la machine. Il y a eu en effet, au cours de l'histoire, si nous remontons à la plus haute antiquité, des visages de la machine, et c'est d'eux que je voudrais vous entretenir ce soir. En effet, si nous voyons toute la période qui va jusqu'au XVIIIe siècle, nous constatons une chose assez singulière pour nous. C'est que les hommes en général, les philosophes, les hommes de science, également les artistes, n'avaient au fond rien à reprocher à l'univers technique, à l'univers machinique qu'ils avaient autour d'eux. Et cela fait un violent contraste avec ce que nous avons vu au cours du XIXe siècle, où au contraire, il y a eu une espèce de révolte générale de ce qu'on pourrait appeler les hommes de culture contre la mécanisation. Pourquoi cela? Eh bien, si l'on veut considérer le visage précisément de la machine ancienne, il y a une chose qui nous frappe. C'est tout d'abord qu'elle est une sorte de prolongement du corps de l'homme, que ce soit un marteau, que ce soit un treuil, ou enfin au XVIIe siècle un grand voilier. Nous voyons que c'est ou bien un prolongement du corps de l'homme, ou bien au contraire un prolongement de la nature, songeant au moulin à vent, au moulin à eau. C'est-à-dire que devant ces objets, l'homme se sentait à l'aise. Ils étaient vraiment pour lui un moyen, mais un moyen de contact avec son univers ambiant, avec son paysage. Et pour peut-être mieux comprendre à quel point ces objets étaient familiers, il est peut-être intéressant de se rappeler quels étaient les modes d'apprentissage. Comment apprenait-on à manipuler ces objets? Eh bien, c'était dans le contact journalier d'un apprenti avec un maître, d'un apprenti qui généralement d'ailleurs vivait dans la maison du maître. Il y avait là une sorte d'osmose. On peut dire que c'était à travers une saisie très charnelle, très tactile, que progressivement on acquérait le fameux tour de main. Le tour de main qui faisait que tout d'un coup, quelqu'un était, comme on disait, initié. Il entrait dans une sorte de religion nouvelle, et c'est d'ailleurs, comme tout le monde le sait, ce qui fondait les corporations. En effet, si j'avais tel tour de main, j'appartenais à telle corporation, mais il m'était impossible de parvenir à une autre. Pourquoi? Parce qu'il m'aurait fallu de nouveau toute une vie de contact, toute une vie d'osmose avec un maître pour arriver à acquérir un nouveau métier. On le voit donc, et c'est l'essentiel de ce que je voudrais retenir pour l'instant, que cette première machine, qui va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, somme toute, n'apportait aucune brisure, qu'elle renforçait notre familiarité avec les choses. Or, vers la fin du XVIIIe siècle, avec la machine à vapeur de Watt, qui reste de ce point de vue-là un symbole extraordinaire, on dirait que tout à coup, l'humanité a subi ce que d'un grand mot on pourrait appeler une sorte de traumatisme, de blessure psychologique. Elle a été profondément effrayée. Elle s'est trouvée affrontée à des objets entièrement neufs, imprévus pour elle, et qui avaient une manière d'être, un mode d'être complètement différent de tout ce qu'elle avait vu jusque-là. Qu'y avait-il donc de si extraordinaire dans cette machine à vapeur? La chose peut paraître d'autant plus bizarre que la machine à vapeur existait bien longtemps avant Watt. Mais justement, que va introduire exactement Watt? Si nous voyons la machine qui le précède immédiatement, donnons son nom, c'est la machine de Newcomen, peu importe, nous voyons ceci.
c'est que dans cette machine-là, la vapeur repousse le piston. Mais c'est encore la pression atmosphérique, c'est-à-dire, somme toute, la nature, par conséquent, qui pousse le piston. À partir de Watt, il y a un renversement complet de cette perspective. C'est la vapeur qui va pousser. Et cela est un événement extraordinaire. C'est en somme l'homme qui prend son sort en main. Ce n'est plus l'homme qui va épouser les vents, comme le voilier, qui va épouser par ses machines l'eau du fleuve, comme dans le moulin hydraulique. Non, c'est l'homme qui va en quelque sorte créer un objet. Bien sûr, il utilise les forces de la nature, les lois de la nature, mais il va strictement les commander. Cette vapeur, il va pouvoir multiplier indéfiniment ses pouvoirs. Il va pouvoir accroître presque indéfiniment l'énergie. Et d'ailleurs, ce concept d'énergie, ce mot d'énergie, va être découvert à l'occasion d'une réflexion sur la machine à vapeur. Quelle a été la réaction? L'homme a-t-il été enchanté? Tout le monde a-t-il crié victoire? Eh bien, justement, non. À part quelques rarissimes ingénieurs, quelques rarissimes industriels qui se disent que l'homme va avoir, grâce à cela, de nouvelles possibilités de dominer le monde, on voit que romanciers, poètes, philosophes de toute espèce, je répète ce que l'on peut appeler l'homme de culture, tous ces gens ont été profondément effrayés. Mais effrayés pourquoi? Eh bien parce que cette nouvelle machine était tout à fait opposée à celle qui précédait et dont nous disions qu'elle prolongeait ou bien le corps de l'homme ou bien la nature. Cette machine-ci est en quelque sorte en rupture avec la nature et en rupture avec l'homme. Rappelons-nous, nous n'avons peut-être pas encore tous beaucoup vécu pour avoir vu ces paysages-là, mais nous en avons vu ne serait-ce que des reproductions. Rappelons-nous ce que c'est qu'un chemin de fer dans le paysage du XIXe siècle. On peut dire en quelque sorte que le chemin de fer, ou bien le haut fourneau, est une sorte de violation du paysage. Il déchire en quelque sorte le paysage. On ne peut pas dire qu'il s'y insère véritablement. Et de la même façon, quand nous considérons maintenant cette machine par rapport à l'homme, qu'est-ce que nous voyons? C'est qu'elle est exactement le contraire d'un être vivant. Un être vivant, que fait-il? Il s'adapte, il est capable de changer son rythme d'après les circonstances. En tout cas, il n'a pas, dans la mesure où il est vivant, un comportement stéréotypé. Et c'est pourquoi, quand nous voyons quelqu'un qui fait perpétuellement ou bien le même geste, ou bien qui a strictement toujours la même intonation, nous avons l'impression de nous trouver devant une machine, et cela nous fait quelque peu rire. Eh bien, la machine du XIXe siècle, rappelez-vous, la machine à piston, la machine à vapeur à piston, est exactement le contraire du vivant. Avec sa façon d'avancer, je dirais, tout droit devant elle, avec sa manière de chercher une multiplication uniquement quantitative et numérique. Tout cela avec, ajouté alors, mais somme toute cet aspect-là est secondaire, ajouter la saleté des fumées de charbon, les duretés du fer, de ce qu'on a appelé le couple charbon-acier, et nous avons là effectivement un paysage, ou pour employer le mot que j'ai utilisé en commençant, un visage de la machine dont nous comprenons que, jusqu'aux années à peu près 1930-1940, il est vraiment effrayé, l'homme de culture. Et si nous voulions maintenant peut-être résumer d'un mot ce qui caractérise cette machine du 19e et du début du 20e siècle, je crois que le plus commode, ce serait de prendre le mot de Bergson, du philosophe français Bergson. C'est que pour lui, tout ce qui est machine, tout ce qui est technique est abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la machine, à ce moment-là,
met des parties les unes à côté des autres, qu'elle découpe la réalité, et par là qu'elle est exactement opposée à la vie, qui, elle, au contraire, cherche perpétuellement une unification, cherche perpétuellement un effet global. Eh bien donc, cette machine abstraite est-elle encore la nôtre? Et voici que j'arrive à l'objet de cette causerie. C'est qu'il semble bien que nous sommes en train d'inaugurer une ère nouvelle, où la machine nous montre un nouveau visage, et cela a une importance extraordinaire au point de vue de la culture d'aujourd'hui, puisque la grande question, je crois, qui nous prend tous, j'allais dire, au collet, c'est de savoir si nous sommes le dernier moment d'une civilisation qui finit, ou bien au contraire le premier moment d'une civilisation qui commence. Or, il me semble qu'il y a évidemment d'autres choses qu'on pourrait considérer, mais qu'en considérant simplement la machine actuelle, je dis bien les nouvelles machines et les nouvelles techniques, on a le sentiment de se trouver devant quelque chose de vraiment neuf, et pas seulement donc en puissance, en quantité, mais véritablement en qualité, et je dirais comme visage, visage nous parlant et ayant un sens. Eh bien, en quoi cela consiste-t-il? En somme, je puis prendre le contre-pied du mot que Bergson utilisait pour caractériser les machines et la technique en général. Il disait que la technique, la machine est abstraite. Eh bien, je crois qu'on pourrait dire, en comprenant bien le mot, je crois qu'il va s'éclairer par ce qui va suivre, que certaines machines contemporaines, qu'en tout cas la technique contemporaine prise dans son ensemble, est au contraire un phénomène concret qui cherche un effet global, où les différents éléments dépendent les uns des autres et ne sont pas simplement à côté les uns des autres, et par là, somme toute, cette machine se rapproche quelque peu de l'être vivant. Nous verrons d'ailleurs dans un instant que, également, elle change très profondément notre relation à la nature et notre relation vis-à-vis des autres hommes. Si vous voulez, maintenant, nous allons prendre quelques points plus concrets. Il y a tout d'abord une première chose, me semble-t-il, qui frappe dans la technique ou la machine d'aujourd'hui, et c'est ceci. Ce qu'on pourrait appeler, je vais employer un nouveau mot, mais qui, je crois, s'éclaire déjà par ce qui précède, c'est un certain caractère synergique, c'est-à-dire cette manière dont, dans les machines actuelles, un organe ne fait pas simplement une chose, mais fait plusieurs choses avec d'autres organes, et d'ailleurs à lui tout seul, un peu comme dans notre organisme, chacun des organes a des fonctions extraordinairement multiples qui le met en corrélation avec la totalité de notre corps. Eh bien, la première chose qui frappe donc, c'est une espèce de synergie, de concrétude, de coopération très profonde entre les fonctions de la machine. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Prenons la structure extérieure d'un avion du début de ce siècle, des premiers âges de l'aviation, et encore, bas mon Dieu, de ce qui existait il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui nous frappe? Eh bien, nous voyons ceci, l'ingénieur a pensé d'abord à faire une carcasse, puis après avoir fait la carcasse qui doit avoir une certaine donc résistance, on recouvre la carcasse de manière à opérer la sustentation. Eh bien, voilà un très bon exemple de concrétude ou un très bon exemple de synergie au sens où je viens de l'entendre. C'est-à-dire que dans la plupart de nos avions contemporains, la couverture, le revêtement de l'appareil a une forme telle que ce revêtement joue lui-même le rôle de carcasse. Il a une double fonction.
Il ne s'agit plus donc d'organes bien séparés les uns des autres et faisant chacun une seule chose à la fois, mais en quelque sorte d'un organe presque vivant qui travaille avec cet ensemble qu'est l'avion, le corps de l'avion. Mais c'est la même chose que nous rencontrons dans beaucoup d'édifices, ou ce que l'on appelait les voûtes autoportantes de Candela, où nous n'avons plus un support sur lequel alors on coule une couverture, mais où la couverture a par elle-même une structure telle qu'elle est déjà un support. Et ici, si nous en avions le temps, mais notre temps est très compté, nous pourrions montrer comment, dans la physiologie même des machines, jusqu'à présent, je vous ai pris simplement un exemple d'anatomie de la machine, mais comment, dans la physiologie même de la machine, on retrouve la même chose. Comment, si on prend un moteur à essence du début de ce siècle, on voit comment chaque fonction est réalisée dans des organes à part, et comment, par exemple, déjà dans le moteur diesel, nous voyons que c'est le retour du piston qui provoque en même temps la compression et l'allumage. C'est-à-dire que là aussi, nous avons ce phénomène de synergie, ce phénomène de concrétude. Mais j'ai hâte de vous parler d'un autre aspect de cette synergie, qui, je crois, est peut-être encore plus parlant, plus frappant au point de vue de la culture. Et c'est la relation entre le monde machinique en général et la nature. En effet, nous disions que la locomotive, que le chemin de fer et le haut-fourneau du XIXe siècle en général étaient une sorte de violation du paysage. Or ici, on pourrait multiplier les exemples et montrer vraiment comment, de plus en plus souvent, je ne dis pas toujours, mais de plus en plus souvent, l'ingénieur est amené à penser une machine dans le paysage. Une machine qui, en quelque sorte, fait un avec la nature, à tel point que Gilbert Simondon, un philosophe français très important au point de vue du sujet que nous traitons, a pu dire que la machine actuellement instituait un milieu associé. Il y a, peu importe le détail, mais enfin suggérons, il y a dans une turbine Guimbal une certaine manière d'exploiter l'eau autour de la turbine qui est telle que l'on ne sait plus si l'eau est encore vraiment l'eau du lac ou bien si l'eau fait elle-même partie de la turbine. On peut dire que c'est une seule et même chose. Et plus on étudie les développements de l'aviation, la manière dont, par exemple, tel avion, je cite comme simple exemple, certains Breguet actuellement, exploitent, par exemple, l'accélération de l'air derrière les hélices pour augmenter la portance, eh bien, on a vraiment le sentiment que l'air autour de l'appareil fait en quelque sorte partie de l'appareil lui-même. Il n'a pas été violenté, mais nous nous trouvons ici devant ce que je voudrais appeler, et je crois que c'est un des concepts contemporains les plus importants, une réalité médiane, c'est-à-dire une réalité qui n'est plus la nature, qui n'est plus non plus l'homme tout simplement devant elle, mais qui est une certaine réalité entre les deux, qui compose les deux. De plus en plus souvent, et c'est à cela entre autres que je voulais en venir, nous ne nous trouvons plus affrontés à la nature elle-même, mais perpétuellement, en regardant autour de nous, ce que nous voyons, c'est cette réalité médiane, qui montre bien que la machine n'est plus pour nous un simple moyen, comme l'ont trop dit les philosophes qui me paraissent un peu pressés, c'est-à-dire c'était très bien il y a 15 ans, mais je crois que ça n'est plus vrai aujourd'hui. Elle est devenue vraiment un paysage. Et on ne discute pas un paysage. Ce que l'on peut faire, c'est le comprendre. Maintenant, si vous le voulez bien, je n'ai insisté ici que sur deux de ces synergies. Nous pourrions montrer encore, je les signale en passant, comment il s'établit actuellement des connexions, de même qu'il y en a à l'intérieur des organes,
De même qu'il y en a entre la machine et la nature, il y a aussi des connexions entre machines. Le grand concept de base pour nous, ce n'est plus, comme on le pensait naïvement il y a 10 ans, le robot, c'est-à-dire une machine isolée qui, somme toute, singe l'homme et essaye de l'évacuer. Non, le concept fondamental pour nous, c'est le réseau. Et c'est précisément parce que la machine, la technique en général, nous apparaît actuellement comme réseau qu'elle nous met en présence d'une réalité médiane et qu'elle devient vraiment paysage. Maintenant, dans les quelques instants qui me restent, je voudrais vous signaler comment ceci implique un nouvel humanisme, c'est-à-dire une nouvelle attitude culturelle de l'homme devant les choses. Et en effet, nous nous trouvons apparemment devant une situation extraordinaire. C'est que vous pouvez prendre un primitif, ou vous pouvez prendre un grec de la grande époque, ou vous pouvez prendre un classique comme Racine ou encore un Victor Hugo, ou un Bergson avant-hier. Tous ces hommes vivent devant la nature. C'est la nature qui inspire leur poésie, leur philosophie, leur morale. La plupart du temps, sur quoi sont fondées les morales traditionnelles? Sur cette idée-ci, ceci est conforme à la nature, ceci, au contraire, est contre nature. Eh bien, que faisait l'art classique? L'art classique prétend, aussi bien chez un primitif polynésien que chez un grand renaissant classique, les deux, chacun à leur manière, d'après des optiques très différentes, mais les deux prétendent rejoindre la nature, le naturel, ce que certains ont appelé la beauté naturelle, d'autres, chez les primitifs, les rythmes naturels. Eh bien, nous, pour la première fois dans l'histoire, nous essayons de construire une civilisation sur quelque chose qui n'est pas devant la nature, mais qui en quelque sorte remplace la nature, ou plus exactement, parce que nous ne la détruisons pas, insère la nature dans cette réalité médiane. Et ici, si j'en avais le temps, j'essaierais de vous montrer comment aussi bien un musicien qu'un peintre, qu'un danseur d'aujourd'hui, mais aussi qu'un moraliste d'aujourd'hui, eh bien, pense, sente, manipule, parce que l'artiste est un manipulateur avant tout, tous dans cette perspective-là. Je prends un exemple quand même, en passant. La plupart des peintres contemporains font ce que l'on appelle ou bien de la peinture de la matière, ou bien de la peinture du geste. Or, ces deux peintures sont toutes deux modes d'approche de cette même réalité. C'est-à-dire que ce qui intéresse l'artiste, ce n'est plus du tout d'avoir un objet considéré comme naturel devant lui, et alors auquel il doit essayer de ressembler dans son œuvre, mais de dialoguer, qu'un geste dialogue avec une matière. La matière, c'est ici la nature, si vous voulez. Le geste, c'est l'homme. Et le tableau comme tel est cette réalité médiane. Mais déjà, en 1910, qu'est-ce que c'était qu'une toile cubiste? Eh bien, une toile cubiste de Picasso, c'était exactement ceci. C'était des gens qui refusaient de copier ou d'imiter au sens très très large, d'ailleurs avec beaucoup de création, un objet, et ils s'intéressaient à la manière d'approcher un objet, c'est-à-dire de nouveau le thème même de leur peinture, c'était, je répète, non pas l'objet, non pas l'homme, mais la réalité médiane. Et que fait un Stockhausen que j'avais encore le plaisir d'entendre à New York, je crois que c'est avant-hier? Eh bien, dans une pièce comme Contact, il y a sans doute des instrumentistes, c'est-à-dire des êtres qui représentent l'humain, la liberté humaine dans son jaillissement d'instant en instant. Mais ces instrumentistes qui travaillent devant nous, en même temps dégagent ce qu'ils font sur une bande sonore
qui est préalable, qui est fait en quelque sorte de bruit et qui représente ce pôle nature. C'est toujours, somme toute, la pièce musicale ici apparaît comme une sorte de réalité médiane à nouveau. Maintenant, vous me direz sans doute, alors, c'est la technique qui a imposé tout cela. Est-ce que l'artiste ou le moraliste copie le technicien? Mais certainement pas. Mais chacun, dans sa sphère, quand on regarde les choses d'un peu haut, est en train d'innover dans son domaine ce même monde qui est fait de deux choses, d'une part de cette réalité médiane, cette création d'une réalité entre nature et homme, et d'autre part d'une unité en devenir, alors que les anciens, quand ils composaient de la musique ou quand ils peignaient un tableau, avaient en quelque sorte l'unité derrière eux, comme Jean-Sébastien Bach avait derrière lui le clavecin bien tempéré, et alors composait dans cette unité, le monde technique nous a habitués à partir d'éléments isolés, de signes, comme on dirait en peinture. Ça se trouve en peinture, mais ça se trouve aussi dans le corps du danseur. C'est tel muscle, saisi d'abord dans sa singularité, dans ce qu'il a d'unique, qui alors progressivement, travaillant avec les autres muscles, avec les autres organes, constitue cette sorte d'unité progressive en devenir. Et vous le devinez, c'est ce qui fait une des difficultés les plus profondes devant le monde contemporain. C'est que vraiment, il y a des points où il y a plus de rupture entre nous en 1963 et un homme de 1930 qu'entre un homme de 1930 et Platon à certains égards, ou bien parfois même un primitif, en ce sens que nous sommes obligés d'aborder la réalité avec une manière d'être complètement nouvelle. Ici déjà, dans cette ville de Montréal, on se rend compte à quel point le nouveau noyau architectural est en train d'engager tout l'espace et tout le temps autour de nous. Et comme je vous le disais en commençant, est-ce que nous sommes le dernier moment d'une civilisation qui finit, ou bien au contraire, le premier moment d'une civilisation qui commence? Eh bien, il y a là une attitude tellement neuve qui nous est suggérée que l'on peut espérer que vraiment, devant cette exigence nouvelle, nous arrivions vraiment à réaliser ces deux grands caractères de toute grande civilisation. D'une part, une certaine créativité, et d'autre part aussi, une autorégulation. C'est-à-dire que la créativité ne doit pas tirer à hu et à dia, mais précisément parce que la réalité médiane est un dialogue avec la nature, elle est une exigence qui n'est pas une pure anarchie comme on avait pu le croire il y a 20 ans, mais c'est vraiment un dialogue où nous pourrons devenir davantage hommes.